Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle émission de TV Pichoun. Alors c'est Raj, on a interviewé qui aujourd'hui? Alors, aujourd'hui on a interviewé André Bancala, qui nous a parlé de la ville de Pau. Ensuite, on a interviewé Arnaud Tournant, qui est un ancien cycliste. Ensuite, on a interviewé Abdelatif Benazi, qui est un ancien rugbyman. Et on a fini par interviewer Olivier, représentant de chez Shimaï. Place à l'émission. Mais tu fais quoi, c'est Raj? Bah, je fais tourner la roue. Mais tu comptes gagner quoi? J'espère gagner une interview avec Arnaud Tournant. Bonjour. Bonjour. Est-ce que faire le Tour de France ne vous a jamais attiré, vous qui n'avez fait que du cyclisme sur piste? Non, ça m'a pas forcément attiré parce que j'avais pas le gabarit forcément pour. Je suis beaucoup plus imposant, beaucoup plus musclé que les routiers. Et puis voilà, j'ai trouvé une autre manière de faire du vélo, une autre manière de pouvoir m'exprimer. La piste est tout aussi intéressante, beaucoup moins médiatisée, mais tout autant intéressante. Comment voyez-vous l'évolution du Tour de France depuis votre plus jeune âge par rapport à maintenant? C'est déjà une évolution du matériel, hein. Les vélos ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, les vitesses, les freins à disque, c'est des révolutions. Les vélos qui sont devenus tout carbone, on est passé de l'acier vers l'alu, de l'alu vers le carbone. Et l'évolution aussi, c'est que les techniques d'entraînement se sont améliorées, donc les coureurs vont de plus en plus vite. Ce qui donne du spectacle, ce qui donne parfois même des chutes, hein. Les environnements urbains ne sont pas forcément adaptés au cyclisme et encore moins au cyclisme de haut niveau, de performance. Donc il faut pouvoir jouer avec les obstacles, avec les dodanes, avec les ronds-points, avec les îlots directionnels. Ça amène de la difficulté pour les coureurs, ça amène du spectacle peut-être pour les téléspectateurs, mais c'est l'évolution que j'ai pu constater dans le vélo. En tant que médaillé olympique et ancien champion du monde, avez-vous des projets spécifiques pour soutenir le cyclisme français durant ces événements? Déjà, j'essaye d'être à votre micro aujourd'hui grâce à cette carrière. Donc de parler du vélo, c'est déjà une manière de faire la promotion du cyclisme. Ensuite, effectivement, de pouvoir en parler auprès des plus jeunes, de pouvoir montrer l'exemple, de pouvoir justement dire ce que j'ai vécu grâce au vélo. C'est une vie exceptionnelle, c'est une vie en accéléré, une vie fantastique, mais qui est faite de beaucoup de sacrifices, de beaucoup d'exigences, de beaucoup d'efforts. Et ça, il faut en tenir compte parce que c'est vrai que ça paraît beau d'extérieur, mais ça demande beaucoup de travail. Quel sportif français aimerais-tu voir briller pendant les JO de 2024, toutes compétitions confondues? Avant tout, et là c'est le cycliste qui va parler, tous les cyclistes qui vont se présenter, que ce soit sur la route, la piste, le VTT ou même le BMX. Après, j'ai pas forcément comme ça de favoris, mais il faut que nos sportifs français profitent d'être à la maison, d'être entre guillemets sur leur terrain de jeu pour s'exprimer du mieux qu'ils le peuvent. Après, comme ça, je pense qu'aujourd'hui, dans le vélo, on a Pauline Ferrand-Prévot qui a de belles choses à montrer. Mathilde Degros sur la piste. Ensuite, sur les sportifs français, je pense qu'on a aussi des belles équipes de sport co, le basket masculin avec Victor Wembanyama, avec l'équipe de volley et de handball qui est toujours présente aux Jeux Olympiques. Donc, si on pouvait au moins avoir tout ça, ce serait génial. Et en cyclisme sur piste, quelles sont les chances françaises? La plus grande chance en cyclisme sur piste, ça restera Mathilde Degros sur le sprint féminin. Ensuite, on a des cartes à jouer avec les disciplines d'endurance, qu'elles soient individuelles avec Benjamin Thomas, qui est lui aussi un coureur sur route. Je pense que effectivement, c'est nos deux plus belles cartes sur ces Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il a, c'est Raj? Je suis dégoûté. Pourquoi? J'ai pas gagné l'interview avec Arnaud Tournant, c'est Salomé qui l'a gagné. Par contre, j'ai gagné 2 billets pour un match de rugby. En parlant de ça, Amira a interviewé Abdelatif Benazi. Ah non, on l'a retrouvé. Bonjour. Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter? Alors je m'appelle Abdelatif Benazi, je suis l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby et l'équipe d'Agen. Donc voilà, et agenais de cœur. Vous avez eu la chance de représenter 2 équipes nationales, le Maroc et la France. Avez-vous vécu cette double expérience? Ça a été, le fait d'être binational et d'avoir connu le Maroc qui m'a formé, qui m'a vu naître et puis surtout qui m'a rendu un énorme service, qui m'a fait donner cette passion qu'est le rugby. Et pour progresser un petit peu, j'ai été adopté par la France, maintenant j'ai cette double culture qui fait partie de mon équilibre. Et le fait d'avoir été formé au Maroc, ça m'a donné beaucoup d'espoir avec toutes les fondations, la formation des éducateurs que j'ai eus. Ça m'a permis un petit peu d'éclore ici en France et de jouer dans le meilleur club français de l'époque qui était à Agen et de devenir capitaine d'équipe de France. Voilà, donc le Maroc et la France est dans le sang. Vous avez joué dans plusieurs clubs prestigieux. Y a-t-il un club en particulier où vous êtes senti le plus chez vous et pourquoi? Si j'habite à Agen, c'est que je me suis senti d'abord à Agen. C'est là où j'ai passé 12 ans de ma vie. C'est toute ma carrière parce que d'abord c'est un énorme club avec des grands éducateurs, beaucoup d'internationaux. Et quand on est au contact des internationaux, on devient international si on travaille beaucoup. Il faut beaucoup de travail, C'est un choix que j'avais fait au détriment de ma famille qui est restée au Maroc, au détriment de beaucoup d'amis. Mais ma passion m'a transporté. J'ai trouvé une deuxième famille ici à Agen. Voilà, et après avoir connu aussi un grand club qui est le Saracens en Angleterre, mais je suis revenu à Agen ici parce que c'est là où j'ai passé toute ma carrière et c'est là où j'ai eu mon équilibre, c'est là où j'ai mes amis et voir aussi le Tour de France que j'ai passé dans cette ville, c'est superbe. Quel joueur actuel vous impressionne le plus et pourquoi? Le joueur qui m'impressionne le plus, bien sûr, c'est Antoine Dupont parce que d'abord par son humilité, c'est un grand champion qui respecte beaucoup les valeurs de rugby, les valeurs tout simplement d'un sportif de haut niveau. Il montre l'exemple. Il est humble, il travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut gagner tout le temps, qui veut gagner tout le temps, mais surtout qui donne l'exemple, qui est un leader, qui est un exemple pour tout le monde. Voilà, donc pour moi c'est un joueur qui dépasse mon idole, qui dépasse cette période, cette époque c'est Dupont, mais à mon époque c'était Philippe Sella. Voilà, donc chaque époque il y a des joueurs qui montrent l'exemple et c'est super bon pour le rugby, pour ses valeurs. Et donc en ayant des personnes comme ça, on peut lutter contre beaucoup de choses, des problèmes de société qui arrivent aussi, même dans notre sport, qui est beaucoup de problèmes de discrimination, de racisme parfois, ou de violence. Et quand on a des grands champions comme ça, on peut dormir tranquille parce qu'ils montrent l'exemple. Donc voilà, soyons heureux. Et moi, mon grand joueur aujourd'hui actuel, c'est Antoine Dupont. Comment voyez-vous l'évolution du rugby depuis votre retraite? Quelles sont les principales différences entre le rugby de votre époque et celui d'aujourd'hui? Alors ça évolue beaucoup. D'abord, ce qui est un phénomène nouveau par rapport à mon époque, c'est que après cette Coupe du Monde organisée en France, il y a eu 20% d'augmentation de licenciés chez les filles. Donc il y a beaucoup de pratiquantes et ça c'est assez nouveau et assez extraordinaire. Donc il y a la place pour tout le monde. Il y a le rugby à 5, le rugby à 7, le rugby à 10, le rugby à 15. Et ce que je dis aux mamans, c'est que ce n'est pas un sport dangereux parce qu'on peut le jouer de plusieurs façons. Et voilà, donc ça c'est une chose. Et puis surtout que l'équipe de France reste parmi les meilleures équipes mondiales. Gagner la Coupe du Monde, la prochaine Coupe du Monde en Australie parce qu'on a raté celle de France. Et être un sport transmetteur de valeurs, d'aller dans les petits villages, dans tous les clubs qui sont partout en France pour le développer encore plus. Et surtout montrer ces valeurs, au-delà d'être un champion ou de former les champions, c'est de former d'abord les citoyens par son aspect, par toutes les valeurs qui entourent ce sport-là, pour être des bons citoyens pour soi-même, pour sa famille, pour son village, pour sa ville, et être digne de sa réputation. Est-ce que l'ambiance du Tour de France est comparable à celle présente en tribune lors des matchs de rugby? Oui, on sent, il y a un point commun, c'est la convivialité, le moment de partage autour. La différence, c'est vrai que c'est un énorme événement mondial. Le Tour de France, c'est le premier événement mondial qui est gratuit parce qu'il appartient à tout le monde. Toutes les villes et les villages profitent de cet endroit, les campagnes. Et donc on se sent un petit peu... On adopte le Tour de France. Donc voilà, le point commun, c'est la convivialité, le partage, ces moments comme ça où on parle sport, on admire ses champions et puis on passe une belle journée qui représente bien sa ville. Merci beaucoup, au revoir. Merci et bravo à tous. Mais qu'est-ce que tu fais? Je danse pour les images du jour. Place aux images du jour.
Alors Anas, on se retrouve ici dans le pays du maïs. Ah bah moi je connais un que son pays vient du houblon. Alors on va retrouver Olivier, représentant du Chimaï. Bonjour. Bonjour. On vous voit chaque année. Depuis quand venez-vous quotidiennement sur le Tour? Cela fait 14 ans que je fais le Tour de France et cela a commencé en 2014 quand Romain Zinc a commencé son premier Tour de France. Est-ce que vous avez été toujours passionné par le Tour de France? Depuis la première année que Romain Zinc a été, c'est comme ça qu'on a appris l'amour du Tour de France. Comment vous est venue l'idée de représenter votre région, le Belgique et sa bière locale? C'est-à-dire qu'on a commencé petitement avec une petite banderole et chaque année, ça s'est agrandi et maintenant, nous voilà à l'heure actuelle. Est-ce que la marque Chimaï participe au financement de votre immersion sur le Tour? Oui, il me sponsor un peu donc pour moi faire donc le Tour de France. Merci beaucoup. Merci bien. C'est Anas, d'après ce que j'ai entendu, la ville de Pau, c'est la ville par laquelle le Tour de France passe le plus. Hein. Ah ouais, t'es sûr? C'est ce que j'ai entendu. Bah en tout cas, moi j'ai une source sûre, je vais aller lui demander. C'est qui ta source sûre? Mais c'est Dédé. Allons-y. Coucou Dédé, comment ça va? Mais ça va bien et toi? Ça va très bien. Ce soir on va à Pau. Est-ce que c'est vrai que c'est la ville où le Tour de France est passé le plus de fois? Non. Ah, d'accord. Ça n'est pas vrai. Est-ce que alors, on va faire un petit jeu. Est-ce que d'après toi, tu as une idée de la ville qui a accueilli le plus le Tour de France depuis l'origine du Tour? Pas du tout. Si je te dis une grande ville? Paris? Exactement. Paris, 145 fois. Ensuite, on a le deuxième du palmarès. C'est une ville qui est en Aquitaine, qui commence par un B. Bordeaux. Exactement, c'est Bordeaux, 82 fois. Tu vois, je regarde les notes parce que c'est précis les chiffres. Et puis ensuite, on a Pau, 75 fois. Donc Pau, c'est la troisième ville qui a le plus accueilli le Tour. Et puis on a également, au-delà des 50 fois, 54 fois, 59, Bagnères de Luchon qui a accueilli le Tour à 59 reprises. Alors pourquoi on a ce palmarès-là? Tout simplement parce qu'au début du Tour de France, et ça jusqu'en 1950, c'est de Paris que le Tour partait, donc en ville-étape évidemment, jusqu'en 1950, sauf à 2 reprises d'ailleurs, c'est Paris qui a accueilli le Tour beaucoup de fois, donc évidemment ça permet de faire grimper le compteur. Et puis c'était des Tours de France où il y avait de grandes étapes, et des grandes étapes qui faisaient le Tour de la France. On avait Paris, on redescendait vers l'Aquitaine, vers Bordeaux, on passait parfois par Rennes, par la Bretagne, puis ensuite on redescendait vers les Pyrénées, on repassait vers Lyon, par Marseille, on remontait par les Alpes, Lyon parfois, et puis un peu l'Est. Donc c'était vraiment un Tour de France, on se calquait sur la carte. Donc évidemment toutes les villes qui sont en bordure de mer, ou en tout cas pas très loin de la mer, qui sont des grandes villes, faisaient partie de ces grandes villes qui ont également fait monter le compteur. Et puis un peu plus tard, dans les années 50-60, les choses ont un petit peu changé. Alors Paris reste évidemment toujours en tête parce que depuis 1975, c'est sur les Champs-Élysées. Et avant, le Tour de France. Que finit le Tour, exactement. Il finit sur les Champs-Élysées, sauf cette année évidemment, où ça sera à Nice. Donc Paris reste avec 145 fois largement leader. Mais Bordeaux a un petit peu perdu. On y va moins souvent, on n'y est pas allé très souvent ces dernières années. Et donc, comme Pau, on y va toujours très souvent, eh bien, Pau est en train de remonter progressivement dans le classement de 75 à 82. Eh bien, encore quelques années, et il y a des chances que Pau passe en deuxième position devant Bordeaux. Et pourquoi Pau est une ville dans laquelle on va souvent? Tout simplement parce que Pau, c'est l'arrivée des Pyrénées ou c'est le départ des Pyrénées. Quand on commence les étapes pyrénéennes, c'est facile pour le Tour de s'arrêter à Pau, et quand on revient des Pyrénées, quand on le fait dans le sens inverse et qu'on repart vers éventuellement le nord, eh bien Pau est la ville qui en sortie des Pyrénées est pratique. Et ça, c'est intéressant parce que c'est à la fois une ville au pied des Pyrénées et c'est aussi une grande ville. Donc une capacité hôtelière pour pouvoir mettre l'ensemble de la caravane du Tour, de pouvoir mettre les journalistes, les coureurs, les équipes, les suiveurs dans une zone assez concentrée. Voilà pourquoi Pau reste parmi les villes leaders. D'accord, merci beaucoup Dédé. Merci à toi et à bientôt. Qu'est-ce que tu fais, Anas?
Bah, je suis en train de manger un gâteau, pourquoi? On doit faire les interviews du jour. Ah oui, j'avais oublié. D'ailleurs, en parlant de gâteau, on va retrouver Mehdi et William qui ont préparé le plat du jour, qui est le russe. Bonjour Anda. Bonjour Mehdi. Aujourd'hui, on se met un gros défi. Lequel? On est des pros, mais pas peur. T'enflamme pas, ça va être très compliqué. Je te dis, t'inquiète pas, vraiment. Bon alors, place aux Russes de Pau. C'est en 1925 que le gâteau fut créé par un pâtissier béarnais nommé Adrien Artigaret, installé à Oloron-Sainte-Marie, en réimitant une pâtisserie du 19e siècle. La recette originale est un véritable secret, transmis de génération en génération, la 4e maintenant. On attaque notre genoise? Allez, c'est parti. Dans un saladier, on prépare tous les ingrédients pour préparer la base de notre genoise. Bah, vraiment. On remue bien cette préparation et nous allons nous attaquer au blanc en neige, que nous viendrons ensuite ajouter à cette petite pâte. Pour des bons blancs en neige bien fermes, tu as une technique? Oui, on incorpore en 3 fois le sucre. Comment ça? Un tiers au début avec les blancs, un tiers quand ils sont mousseux et le reste quand ils sont serrés. On incorpore délicatement les blancs dans la pâte petit à petit pour ne pas casser les blancs. Étalez votre génoise avec une spatule sur une plaque et direction le four. Combien de temps? 10 ou 15 minutes. Tu verras vite quand ce sera doré. Faites chauffer du lait, de la vanille et du sucre. Et dans un saladier, remuez vos œufs avec le reste du sucre et de la maïzena. Quand votre lait commence à frémir, versez une partie et remuez. J'y vais doucement. Non, tu peux y aller. Ensuite, versez dans le restant du lait. Vous portez à l'ébullition, puis diminuez le feu et remuez sans arrêt afin que votre crème épaississe et versez vos pralinés. Place au montage. Sur combien de niveaux? 3 étages de génoise entrecoupés de crème. Et finir pour mettre une sucre glace. Tu vois que c'était pas très compliqué? Compliqué? Non, mais technique. On va se reposer maintenant. D'abord, on goûte. On dit au revoir et on mange. Oui, à demain pour une nouvelle pâtisserie. Oui, la crostade aux pommes de Saint-Lary. Au revoir.